Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle pour parler de ce Grand Prix des Amériques. Avec moi, Pierre, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Je suis content d'avoir revu Dovi en piste, donc ça va. Ah, puis il y avait du rouge ce week-end. Oui. Fluoré partout. Ouais, pas assez devant quand même. Bah ça on en parlera un petit peu plus tard. On commence traditionnellement avec le gagnant, qui est une gagnante cette semaine, puisque c'est Bicylindre qui a gagné, qui a trouvé donc Bagnaia en pôle pour ce Grand Prix donc qui s'est déroulé à Austin. Et évidemment, dans le conducteur, toi, tu mets numéro 104 Dovi, quoi. Ouais, dès qu'il y a un 04, ça y est. Hein. Ouais. Alors, je vous renvoie à l'épisode 4 où on avait déjà parlé de Dovi. Donc, évidemment, il n'avait pas le palmarès qui s'est construit, donc, puisque l'épisode 4, ça date quand même maintenant. Et ouais, donc entre-temps, il a un petit peu gonflé le palmarès Dovi. On va passer assez rapidement aux news. Donc, en Moto 3, Moto 2, les teams ont été annoncés. Donc, on va pas rentrer dans le détail de toutes les teams, mais il va y avoir une news importante en Moto 2. On en parlera un petit peu plus tard. Mais donc, en Moto 3, on va avoir Migno et Alberto Sura qui vont rouler chez Sniper en 2022. Daniel Olgado, donc chez Tech 3, va rejoindre Honshu, dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode, pour 2022. Donc c'est un jeune de 16 ans donc, qui est 3e en Red Bull Rookie Cup pour cette saison et qui est en tête du CEV Moto 3 avec 26 points d'avance, et il reste donc les deux courses de Valence à disputer qui vont se courir le même week-end que le MotoGP. Et la petite news importante, c'est qu'en Moto 2, donc en plus du team VR46 actuel, il va y avoir un Yamaha VR46 Mastercamp Team qui va être un petit peu le vivier de talent pour Yamaha en MotoGP. Moi, quand ils ont annoncé ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre compte tenu de l'attelage VR46 Ducati en MotoGP. Mais voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est Rossi qui place ses pions. Il a tellement de jeunes talents italiens qui poussent qu'avoir 4 motos en Moto 2 pour les placer, c'est pas plus mal pour ces poulains. Après, il faudra voir quel est le team numéro 1 dans l'esprit des pilotes et de la VR46 et quel est le team numéro 2. On peut penser qu'il y en a qui se redirigeront naturellement ensuite vers Ducati en MotoGP et d'autres vers Yamaha, effectivement. Ouais, ça va être un petit peu, comme tu dis, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. D'autres petites news, on va voir Joe Roberts et Dalla Porta qui vont rester chez Italtrans en 2022. Mais donc c'est Tetsuya Nakajima qui remplace donc Dalla Porta qui est blessé jusqu'à la fin de cette saison. Et un revenant en Moto 2, Romano Fenati, qui va revenir chez Speed Up. Donc j'espère qu'il aura un peu plus de sang-froid quand même. Oui, je pense qu'en Moto 3, il a montré son sang-froid parce que c'est pas toujours évident en course. Ouais. Ah, c'est compliqué. Ouais. Je te laisse les news MotoGP. Oui, donc on a vu le 23 septembre que Alex Rins est papa d'un petit Lucas Rins. Donc c'est un peu le côté people, mais voilà. Avec tous les bébés dans le paddock qui sont arrivés ou qui vont arriver, à quand le Motorhome Nursery pour accompagner ça va venir, je pense. Il faut qu'il monte une crèche là. Il y a un business à faire côté Dorna ou Carmelo Espeleta. Il est un peu vieux pour couponner Carmelo quand même. C'est pas faux. News un peu moins légère. Ouais. Donc on a Maverick Viñales qui va pas rouler à Austin avec le soutien affiché d'Aprilia. Donc pour cause du décès de son cousin Dinberta Viñales en course World Supersport 300 sur le round de Jerez une semaine auparavant. Donc après avoir testé le pilote de la VR46 Stefano Manzi pour le round de Jerez, c'est Jari Montella
récemment limogé du team Speed Up Moto 2, qui prendra la seconde machine du GMT 94 aux côtés de Cluzel pour le round de Portimao. Côté Superbike, donc suite à la blessure de Chase Davis au round catalan, c'est Loris Baz qui vient de conclure sa saison American Superbike avec 3 podiums sur le dernier round et une P4 au général, qui va jouer le remplaçant donc de Chase Davis pour le team Go 11 sur les 2 rounds suivants du Superbike, donc c'est Jerez et Portimao. Donc voilà, je le replace là, mais donc malheureusement le décès en course de Dinberta Vinales. Les courses ont été annulées le jour même, mais ça a couru le lendemain quand même en Superbike. Petite news endurance, donc les 8 heures de Most, dernière course de la saison EWC qui devait se dérouler le 9 octobre, se transforme en course de 6 heures, à la fois due aux restrictions de bruit sur ce circuit par rapport au voisinage, mais aussi à cause des contraintes de luminosité nécessaires pour assurer la sécurité des pilotes. Donc je comprends que le circuit n'a peut-être pas l'éclairage du Qatar. Et en cette fin d'automne, ça va être compliqué d'assurer. On est quand même à quoi, une semaine de la course, quoi. Enfin, ça a été annoncé un petit peu plus tôt, hein. Oui. Là, parce que la course, ça va être, comme tu l'as dit, le 9 octobre. Mais l'annonce du raccourcissement, c'était il y a quoi, il y a 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé avec le round de Suzuka, mais ça fait un petit peu... Ça fait bricolage. Ça fait un petit peu... Ouais, ça fait bricolage. Ouais. Bon, après, il y en a qui profitent du bricolage pour monter des teams de ouf, avec notamment Moto 1, qui va avoir Depugné, Baz et Perolari. Donc, que des anciens pilotes des Grands Prix. Ouais, voilà. Ça enfin, Perolari, il a fait du SSP 600, mais... il a fait la Moto I. On peut dire que c'est... Ouais, il a fait la Moto I, mais c'est pas... enfin, pour moi, c'est pas comparable à une 1000 endurance, mais il a fait du mondial en 600, donc c'est quand même pas rien. Mais surtout, Baz et... Bon, Depugné, il a l'âge de ses artères, mais Baz, voilà, enfin, on y reviendra en fin d'épisode, ça reste un pilote très rapide. Oui. Donc, ça fait quand même une belle petite Dream Team française quand même. Ça va, faut pas qu'il tombe, quoi, c'est tout, parce que c'est pas tout à fait pareil, l'endurance et la course de vitesse pure. Bah, s'ils te font du 6 heures de sprint, les 3, ça va aller vite. Les 6 heures, ils vont les faire en 5 heures. C'est possible. Donc, news suivante, le circuit indonésien de Mandalika est quasiment prêt et accueillera bien le paddock Superbike du 19 au 21 novembre cette saison. Et du coup, le MotoGP en 2022. En 2022, donc, avec la Finlande qui devrait enfin arriver, on va avoir 2 courses supplémentaires. Petite news encore people, Andrea Iannone participera à la saison 2022 de Danse avec les stars en Italie aux côtés de la danseuse Lucrezia Lando, gagnante de l'édition 2021. Donc il s'occupe comme il peut, le pauvre. Hein. Ouais, je n'étais pas libre, je n'ai pas pu l'accompagner, je suis désolé. Ouais. Lucas Mayas blessé, remplacé par Tito Rabat sur la Kawasaki Puccetti à Portimao, et Andrea Locatelli sera toujours en pilote Yamaha en Superbike en 2022. On va passer aux courses qui se sont déroulées au Kota sur une piste magnifique, encore un beau billard. Enfin, c'est assez bizarre, enfin, on va en parler un petit peu parce que bon, ça grognait un peu avant d'y aller parce que bon, d'un point de vue sanitaire, c'était pas top, c'était pas génial. Et on avait oublié que c'était quand même une belle piste de merde puisque tous les ans, depuis un petit moment... Ils y vont, les pilotes se plaignent que le circuit est bosselé, qu'il faudrait leur surfacer, et mine de rien, ils n'ont pas couru en 2020 sur ce circuit, et je pense qu'il n'a pas été resurfacé depuis un bon moment, et c'est toujours aussi merdique, quoi. Alors, vendredi, il y a eu quand même pas mal de pilotes qui s'en sont plaints. Le truc, c'est que dans la saison, il est quand même placé assez tôt, de tête, il est au mois d'avril en général. Ouais. Cette année, il y a eu un petit peu de décalage en raison de la crise sanitaire, mais quand on va revenir à un championnat entre guillemets régulier, typiquement cet hiver, je vois mal le circuit être surfacé, quoi. Donc on va y retourner au mois d'avril et ça va être la même limonade, quoi. Ouais, après, en plus pour le contexte de cette saison, c'est qu'on fait Misano, on fait Kota et on revient à Misano. Clairement, d'un point de vue écologique, c'est pas ça non plus, quoi. Ah bilan carbone, il est top là. Alors on est bien. Ouais, alors que ça fait des années que le MotoGP essaie de s'acheter une petite image verte, ça c'est clairement ça la fout mal, je trouve. Non, c'est de l'affichage, mais bon, c'est pas les premiers à faire de l'affichage.
Mais oui, je trouve que c'est dommage de faire ça comme ça, mais bon, voilà. Enfin, ce qui est le plus dommage, c'est quand même d'avoir une piste pas bonne pour les pilotes, quoi. Je sais pas trop comment ils peuvent régler ce problème-là. Après, on en a pas mal discuté sur Twitter, notamment avec la boîte à clapet, où Indianapolis, ça s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça. La piste était à chier aussi, avec 400 000 asphaltes différents sur la boucle. Il faut passer sur l'ovale parce que c'est Indianapolis, mais faut passer à l'intérieur. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Et les États-Unis, pourtant, ils sont connus pour l'IndyCar, etc., mais ils savent pas faire des circuits, quoi. Ouais, ça serait bien d'avoir pu poser la question à Baz là-dessus. Je suis sûr qu'avec sa saison à American Superbike, il doit avoir un avis assez éclairé maintenant sur les circuits américains. Ouais, effectivement. Ouais. Je pense que ça serait intéressant d'avoir son point de vue. Bon, après, moi, j'ai pas son numéro, mais d'autres l'ont. On va passer aux courses. Allez. Avec les qualifs Moto3. Donc, c'est Félon qui sort de la Q1 en compagnie de McPhee, Binder et Sura. Et en Q2, Mazia est en pole devant Foggia et Alcoba. Guevara, Artigas, Suzuki sont en deuxième ligne. Salach, Mignot et Honshu en troisième ligne. Félon est 16e. En course, Artigas, Guevara, Mazia et Alcoba partent bien. Tellement bien pour le leader qu'il a volé le départ et prendra donc un double long lap. À l'issue donc de ces deux pénalités, il se retrouve 15e. Guevara s'échappe doucement et on a Foggia qui mène le groupe de chasse qui reste dense à 10 pilotes. Donc après 7 tours, la course est arrêtée suite à une chute de Salach, donc qui reste en piste blessé. Alors ça repart pour une course sprint de 5 tours. En se basant sur les positions en course du tour précédent. Honshu, Guevara, McPhee et Binder partent fort. Guevara menait, il a un souci technique, donc c'est dommage parce qu'il avait bien couru jusque-là, laissant McPhee, donc Mazia, Binder en découdre. Et là, on va avoir une chute effrayante qui va impliquer 3 pilotes au départ, donc Mignot, Acosta et Alcoba, et on va vite se rendre compte que Honshu est dans le coup aussi. Alors la chute est très impressionnante, mais on va assez vite voir les 3 pilotes se relever sans pépin physique. Alors on a eu très peur parce que Acosta est parti assez vite dans les rails, donc sans les toucher de manière rapide. Je crois qu'il finit en bout de course sur le rail, mais de manière assez douce, entre guillemets. Et Mignot et Alcoba vont percuter la moto en piste, donc c'est une bonne grosse connerie de la part d'Honshu, qui s'est rabattu un petit peu trop tôt en dépassant. C'est-à-dire que c'est le syndrome Moto 3, c'est-à-dire qu'on est dans une ligne droite, il était derrière, il prend l'aspi, et forcément en prenant l'aspi, il dépasse, sauf que quand on se rabat, il faut avoir dépassé complètement la moto de devant, quoi. Parce que quand il se rabat, les deux roues se touchent et la moto de derrière chute. Alors le commentaire, je sais pas sur quelle chaîne tu l'as regardé, mais le commentaire sur MotoGP.com en direct, c'était glaçant. Oui. Parce que déjà quand on voit la chute, elle est effrayante, et quand on entend les mecs parler, c'est effrayant. C'est miraculeux de voir que les 3 pilotes s'en sortent sans bobo, c'est-à-dire juste avec des cuirs abîmés, alors bien abîmés, à tel point que il y en a un des 3 qui finit avec le cuir complètement râpé, et on voit la dorsale. Ouais, on voit la coque en dessous. Ouais. On voit la coque vertébrale. Donc ça fait très très peur. Alors les équipes vont être convoquées à la direction de course, et ce sont les résultats de la première course qui serviront comme classement final, ce qui va donner Guevara vainqueur devant Foggia, McPhee, Mazia 4, Honshu 5, Alcoba 6, Binder 7, Acosta 8 et Suzuki 9. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Déjà pour moi il n'y a pas vraiment eu de course en fait, parce que les deux ont été marqués par des faits marquants. Même la chute de Philippe Salach, même s'il tombe tout seul, c'est sans doute à cause d'une bosse à la base. Ensuite il vient de faire un high side et toucher le vibreur un peu sur la tête, sur la nuque, quoi. Donc c'était vraiment une chute très effrayante. De toute façon il sort sur civière, il est emmené à l'hôpital, etc. Donc lui il a vraiment pris cher. Ensuite le nouveau départ, quelque part je comprends qu'il fallait un nouveau départ. Par contre pour 5 tours j'ai pas compris, parce que c'est trop court, 5 tours, c'est trop compliqué à gérer dans cette catégorie où c'est des fous furieux,
Et en 5 tours, ils vont être à bloc tout le temps et il va y avoir déjà beaucoup de touchettes. Donc ça repart pour 5 tours, il arrive ce qu'il arrive. Donc c'est une faute d'Honshu, ça, il n'y a pas de souci de le reconnaître. Il sera beaucoup trop tôt, comme tu l'as dit. Ce qui est embêtant, c'est les conséquences. Ça entraîne beaucoup de pilotes dans la chute à haute vitesse parce qu'ils étaient en pleine réaccélération. Comme tu l'as dit, c'était glaçant sur MotoGP.com, les commentaires, parce qu'il y a un passif cette année qui commence à être très lourd. Parce qu'on a tous vu les chutes et on s'est dit, ça y est, va y avoir 1, 2, 3 morts, c'est sûr. Il y a une moto qui s'envole, il y a des bouts qui partent dans tous les sens, il y a des pilotes qui arrivent à esquiver. Enfin, c'est vraiment horrible à voir. La vue hélicoptère est terrifiante. Après, la décision finalement de prendre le classement de la course 1, je la comprends pas. Pour moi, même si je comprends qu'il y a des enjeux financiers forts, encore une fois que c'est le business, le mieux c'était de renoncer à faire un classement sur cette course pour la Moto 3. Par respect aussi pour ceux qui sont tombés, par respect pour tout simplement pour les risques qui ont été pris et qui n'étaient pas nécessaires, parce que je trouve que c'est aussi une faute de la direction de course de ne pas avoir su prendre une décision différente et de repartir pour 5 tours. Et de ne pas avoir notamment mis des sanctions plus fortes avant sur ce type de manœuvre, en fait. Quelque part, le pilote était fautif, il a été sanctionné, mais la direction de course était fautive de trop laisser aller sur ces dernières années. Après, je sais pas si on l'a dit, mais Honshu va être pénalisé, donc il va pas courir sur les 2 prochaines courses. Sur le direct, je me suis pas rendu compte qu'il y avait eu une touchette. Après, quand on a vu les ralentis, on a tout de suite compris qu'il y avait eu une touchette et que Honshu avait déconné. Et c'était évident que, compte tenu de l'erreur qui avait été faite en piste, il allait être sanctionné. Après, lourdement, pas lourdement, ça c'est à l'appréciation de chacun, mais je pense qu'avec 2 courses, la sanction, elle est autant pour lui que pour les 30 autres pilotes. C'est-à-dire que... Et c'est là où la direction de course, comme tu l'as dit, elle est fautive, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop laxiste quand tu dis aux gars, faites gaffe, vous allez perdre 3 places sur la grille, ils en ont rien à foutre. Ça sort, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. 2 courses de pénalité pour ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de voir ça justement en s'écartant un petit peu de l'environnement, c'est-à-dire que oui, il y a un passif, il s'est passé énormément de choses dramatiques cette saison. Qu'il fasse ça maintenant ou qu'il fasse ça en 2019 ou une autre, ce qui fait, ça se fait pas. C'est-à-dire quand tu dépasses, tu dépasses. Quand tu prends l'aspi, pour dépasser, tu te rabats pas comme un abruti comme ça, quoi. Et ce qu'il a fait, c'était clairement dangereux. Et ce qui s'est passé, ça l'a prouvé. Et ils ont encore une fois eu énormément de cul de s'en sortir. Donc, qu'ils prennent 2 courses de suspension, pour certains, ça paraît sévère, mais pour moi, c'est juste. Il a de la chance de pouvoir courir à Valence, quoi. Et après, c'est sûr, quand tu le vois après la course et que effectivement, quand il revoit les images, il est blême et il est pas fier de ce qu'il a fait. Ça, c'est une chose, hein, mais il faut y réfléchir avant. C'est pas une fois que les copains ils sont éclatés contre la barrière qu'il faut y réfléchir, c'est trop tard. Et comme tu dis, il y a eu du laxisme. Après la décision de prendre la course 1, pour moi c'est accessoire. Le plus important, c'est que tout le monde soit sur ses pieds le dimanche soir. Et ce qu'à dire aussi en fin de week-end. Dovizioso a un peu sorti la même chose, mais après, ils ont on peut les traiter de boomers, mais ils ont un avis tranché aussi par rapport à leur génération et ce qu'ils faisaient à l'époque, même si Rossi était peut-être pas le dernier à mettre des coups de carénage, je sais plus qui a dit ça m'a fait bien rire. Mais c'est Monsieur Belou, je crois. Ouais. Il faisait peut-être pas ça à l'époque. Je veux dire, en MotoGP, effectivement, il y a des dépassements, mais c'est vrai que plutôt, au contraire, en fin de freinage, ils ont tendance à chacun trouver une ligne différente. Ouais, c'est ça. Sur le freinage, quitte à ce qu'il y en a un, ils se disent, j'ai pas l'intérieur, tant pis, quoi. Ou j'ai pas la meilleure ligne pour la spi, et c'est pas grave. On verra en MotoGP que des fois, t'as pas l'intérieur et tu le prends quand même. Oui. Ouais, c'était personnel, on va dire.
C'est ça, voilà. Clairement, moi j'aime bien Honshu et c'est dommage que ça tombe sur lui. Hein. C'est vraiment pas personnel. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais il fallait que cette sanction tombe. Ça pouvait être une sanction un peu plus sévère, ça ne m'aurait pas choqué non plus. Voilà, Honshu il joue rien pour le reste de la saison. Il a son contrat signé chez Tech 3. Il est pas en liste pour le titre. C'est pas dramatique pour lui. Je pense que la sanction elle doit servir pour tous les autres, comme t'as dit seulement. Ça ne marchera que si ça sert de jurisprudence aux yeux de la direction de course. C'est-à-dire que à acte similaire, par la suite, sanction similaire, même s'il n'y a pas d'accident. Sinon, on va retomber dans les mêmes travers. Le gros problème du Moto 3, c'est quand tu vois, donc, ça on l'a vu toute la saison et on l'a vu depuis plusieurs années aussi, où ça se fait la spie et quand ça arrive au freinage ça fait l'éventail et ça tourne autour de sa trage histoire de faire chier les autres. Jusque là il s'était rien passé, là ça a touché et j'espère que la direction de course va être aussi je dirais pas intelligente, mais c'est nécessaire de prendre les 35 pilotes ou tous les pilotes qui sont inscrits au Moto 3 et de leur montrer les images parce qu'ils les ont vus, ce qui s'est passé dimanche, mais tout ce qui s'est passé cette saison où on les voit faire ça en course, c'est pas possible parce que des fois ils sont à 2 doigts de se toucher et ok ça fait du spectacle, mais ça doit pas se faire à n'importe quel le risque. Le facteur risque il est indéniable en sport mécanique. Mais c'est pas la peine d'aller provoquer le destin non plus, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. On veut voir des dépassements, c'est ce qu'on veut voir, mais ils doivent être capables de mesurer les risques. Et là, ça fait depuis plusieurs courses qu'il y a une démonstration pleine et entière qu'il n'y a pas de prise de conscience des risques encourus, d'une part pour soi et pour les autres. Et ça, là, on l'a vu. On l'a pris en pleine gueule dimanche. Oui, non, c'est flagrant. C'est plus possible. C'est plus possible. Et t'as beau leur dire, ouais, voilà, on part pour 5 courses, pour 5 tours, c'est du sprint. J'ai envie de te dire, des fois, la qualif, ils partent pour 1 tour et demi à 16 à se bouffer la roue, et c'est la même. C'est la même. Que tu partes pour 5 tours, 20 tours, ou la fin d'une Q2, c'est les mêmes. Le problème d'une situation similaire en MotoGP, c'est qu'en MotoGP, déjà il y a moins de pilotes en piste et les écarts entre chaque pilote sont un peu plus marqués. Ou même 2 pilotes sont pas obligés de se prendre l'aspi systématiquement à chaque bout de ligne droite qui fait plus de 5 mètres. Donc même s'il y a un contact entre 2 pilotes en MotoGP voire en Moto2, derrière ça a largement le temps de rouler à côté en général, donc d'éviter le suraccident, ce qui est impossible dans les toutes petites catégories parce que tout le monde se suit au train, quoi. On va rappeler quand même le classement au championnat, donc à 3 courses de la fin. Donc Acosta est en tête avec 218 points devant Foggia 188 et Garcia 168. Oui, juste un petit mot sur Garcia. Ouais. Il a chuté en FP1 et en FP2, il a couru alors qu'il était blessé. Après la FP2, il a été déclaré une fit pour un hématome au rein, ce qui est quand même assez sérieux. Donc on a tous cru que c'était le week-end d'Acosta pour qu'il prenne la tête du championnat. Au final, il s'est passé ce qui s'est passé en course. Quelque part dans son malheur, si Garcia est remis pour Misano, il aura encore une toute petite chance. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas trop compris comment on peut déclarer une fit un pilote alors qu'il a déjà couru une séance. C'est quand même bizarre. Alors moi, je vois le problème dans l'autre sens. C'est comment est-ce que tu peux déclarer un pilote fit en FP2 alors qu'il s'est explosé le rein en FP1, quoi. Ouais. Moi, si tu veux, je vois plus ça dans ce sens-là. C'est soit ils l'ont pas vu, soit ils l'ont pas examiné. Bon, les pilotes, après, on sait qu'ils sont durs au mal, hein, donc avant d'aller à la clinique mobile pour dire j'ai un petit peu mal et de passer une échographie, je pense que les gars, t'as meilleur temps de leur faire bouffer de l'huile de foie de morue, quoi. Mais ouais, je pense que quand t'arrives et que tu dis ouais là mec, ça serait peut-être quand même mieux. Après, ça fait partie de l'inconscience inhérente au pilote, hein. Et ça, au bout d'un moment, le service médical, il va falloir aussi qu'il y ait un petit peu de discipline là-dessus, quoi.
Ouais, le service médical ou aussi responsabiliser les teams parce que moi j'en ai un peu marre de toujours mettre ça sur le service médical. Quand on voit en rugby que le protocole commotion aujourd'hui il est appliqué par toutes les équipes très sérieusement et ils appliquent à le règlement sans dire oui mais le joueur il a pas vraiment eu un choc à la tête, etc. En mondial moto, que ce soit Superbike ou MotoGP, les teams ils devraient prendre la santé des pilotes plus sérieusement plutôt que de se dire il y a des enjeux business derrière, quoi. C'est une évidence qui est pas si évidente que ça, malheureusement. À terme, ça va devenir un gros problème. Parce que, on l'a vu, hein, il y a eu des commotions dans la saison qui n'ont pas été suivies de mise au repos, quoi. Sans parler de sanctions, mais quand t'es associé en piste, tu dois pas rouler le lendemain, quoi. Ça me paraît une évidence, mais bon, a priori, ça allait pas tant que ça. On va passer au Moto 2. Allez. Alors, en Q1, c'est Ramirez, Vietti, Chantra et Arbolino qui vont passer en Q2. Et la pole revient à Raúl Fernandez devant Gardner et Di Gianantonio. Bezzecchi 4, Bobier 5 et Augusto Fernandez 6 en course. Ça part bien pour Bobier de la deuxième ligne, mais il est un peu court au T1 et les KTM de Fernandez et Gardner vont prendre les commandes. Donc, l'Espagnol colle direct une seconde. Et Gardner donc est dépassé par Di Gianantonio et Bobier. Gardner va reprendre la 2. Bobier va tenir quelques tours sur le podium. Et en fait, un petit peu plus tard, donc Di Gianantonio et Bezzecchi vont le passer. Il va faire deux, trois petites erreurs. Et surtout, Gardner va chuter. Donc Fernandez a 2 grosses secondes d'avance et va être pas du tout inquiété donc pour la victoire. Vietti va chuter à 4 tours de l'arrivée, donc ça va pas beaucoup bouger. Raúl Fernandez l'emporte donc devant Di Gianantonio et Bezzecchi. Augusto Fernandez fait 4, Bobier 5 à la maison. C'est plutôt bien. Et Arbolino fait 6. Au général, donc on a Gardner toujours en tête avec 271 points, avec 9 points d'avance sur Raúl Fernandez et Bezzecchi un petit peu plus décroché avec 206 points. Alors, une course chiante comme la pluie. Pas grand chose à dire, le Moto 2 quoi. Oui. Ouais, typique Moto 2, rien à sauver à part. Moi j'ai bien aimé les premiers tours avec Bobier parce que il roulait sur son circuit chez lui, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, même il a fait des bonnes qualifs. C'est dommage qu'il se montre que là d'ailleurs. Et voilà, il a fait jeu égal presque pendant 4-5 tours avec des dépassements assez musclés, assez nets quoi. Et puis après, petit à petit, il a reculé quoi. Mais oui, c'est à peu près tout ce qui a sauvé de ce Grand Prix, à part encore une fois que Raúl Fernandez est impérial et que Rémi Gardner est allé à la faute. Après, ouais, ça relance le championnat à 3 courses de la fin, mais c'est à peu près le seul intérêt de regarder ces putains de courses. Parce que là... C'est exactement ça, ouais. C'est dommage, hein. Je sais pas comment ils en sont arrivés à ce point, puisque les IO dominent très largement, mais les marques VDS c'était quand même plutôt compétitives aussi. Ils ont du mal à recoller. À voir pour l'année prochaine, mais bon, là, c'est de pire en pire le Moto 2. Je te passe la main pour le MotoGP ? Allez, c'était un étonnant Marini et plus logique Johan Mir qui sortent de Q1. Alors que certains comme Miguel Oliveira y restent. En Q2, pole monstrueuse de Bagnaia encore une fois. On l'avait pas vu venir celle-là ce week-end. Mais il s'impose devant Quartararo et Marc Marquez. Seconde ligne composée de Martin, Nakagami et Zarco. Troisième ligne, Rins, Mir et Marini. En course, ça part et c'est Marquez qui ressort en tête au premier virage devant Bagnaia et Quartararo. Rapidement, Quartararo puis Rins passe le pilote Ducati. Martin porte aussi une attaque sur Bagnaia et cela passe, le pilote Pramac est 4e. Chute de Nakagami dans le virage numéro 12 qui va repartir et chute ensuite de Zarco au virage numéro 1 qui lui abandonne. Martin passe Rins pour la 3e place et sa bagarre sévère derrière pour la 6e entre Miller, Mir et Binter. Marquez disparaît petit à petit dans le lointain, bien seul. Et Quartararo, lui, stabilise sa position malgré une charge de Martin en vain. Chute d'Alex Espargaro dans le virage numéro 13. C'est sa 5e chute ce week-end, donc pas terrible pour le pilote Aprilia. Et derrière Martin, on a enfin Miller, Bagnaia, Rins, Mir, Binter, Bastianini et Paul Espargaro. Miller va perdre progressivement du terrain sur Bagnaia, qui va finir par le passer. Alors bon, effectivement, c'est Miller qui va le laisser passer clairement en lui faisant un petit geste de la main et en s'écartant de la trajectoire.
Le moto GPX français, qui a probablement peur pour la sauvegarde du titre de Fabio, vient pourrir les 2 pilotes Ducati sur les réseaux sociaux en criant à l'injustice à ce moment-là de la course. Rins passe aussi Miller et Bagnaia revient comme un boulet de canon sur Martin qui commet une erreur et prend un dégagement en coupant le virage. Malheureusement, il sort quand même devant Bagnaia à ce moment-là, ce qui lui coûtera un long lap de la part de la direction de course. Bagnaia passe 3. Dans le dernier tour, Mir vient s'appuyer généreusement sur Miller pour la 6e place et c'est Bastianini qui en profite en doublant les 2 pilotes. Mir sera pénalisé pour cette manœuvre et devra rendre une place au classement. Donc victoire de Marc Marquez impérial devant Quartararo et Bagnaia. Rins 4e, Martin 5e après son long lap complète ce top 5. Bastianini finira 6, Miller 7, Mir 8. Ces 2 pilotes s'en expliquent lors du tour d'honneur. Au championnat, donc Quartararo largement tête, 254 points, Bagnaia 202 points, Mir 175 points et ne peut déjà plus être titré avec 3 courses restantes. Zarco 841 points, 5e au classement général, il perd une place devant Miller, mais reste le meilleur indépendant assez largement d'ailleurs. Donc tu veux commencer par parler de quoi ? Peut-être Marquez, qui s'est pas forcément montré tout le week-end, il s'est montré en FP1 je crois, mais là en course il était juste sur un nuage. Ouais, Marquez, il a rempli quelques popoches. Il y a eu quelques photos de Paris faites sur BetClick. Marquez, intouchable au quota, comme tous les ans. Après, c'était pas gagné d'avance parce que la saison est quand même compliquée pour Marquez. Mais il a prouvé qu'une fois de plus, quand ça tourne à gauche et qu'il y a des Stenson, c'est bon, c'est pour lui. Il a maîtrisé de bout en bout, il était intouchable. Très belle course, tout en maîtrise, jamais inquiété. Je sais plus à combien il finit devant Quartararo, mais il doit y avoir 4 bonnes secondes. Plus de 4 secondes, ouais. Ouais, plus de 4 secondes, donc rien à redire. C'était la course parfaite, pas le week-end parfait, mais la course parfaite. Donc il a pris les commandes très tôt, il s'est mis à l'abri, après c'était tranquille. Donc Marquez, ça fait plaisir. Ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir justement qu'il est plus régulièrement devant depuis début septembre. C'est-à-dire que l'été avait pas été franchement clairement, folichon. Et là, c'est quand même nettement mieux. Après, c'est des circuits sur lesquels il était attendu. Le quota, on savait qu'il serait compétitif. Et il le montre. Et de toute façon, c'est toujours bien. Parce qu'il va avoir aussi l'intersaison pour développer la Honda et puis pour se remettre encore plus d'aplomb. Donc, on espère que l'année prochaine, il sera plus régulièrement devant. Puis c'est bien. Mais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est toujours très bien de le voir maîtriser, même si au final, ça fait une course un petit peu chiante, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de dépassements non plus. Mais on peut pas non plus brailler tout le temps. Moi, voir une course comme ça, avec Marquez devant, Quartararo qui maîtrise complètement aussi son sujet, dans le sens où il se place assez vite deuxième et il est un petit peu inquiété par Martin, mais il sait aussi se mettre à l'abri et il avait un rythme de toute façon pour faire un podium, donc c'est très bien, quoi. C'est vraiment les deux pilotes qui en course m'ont paru les plus solides, les plus réguliers, les plus rapides, donc il y a rien à redire pour ces deux-là, quoi. On est d'accord. Ouais. C'est vrai que c'était un peu pénible cette course au final. Heureusement que il y avait un tout petit peu d'action derrière, mais et que Bagnaia s'est réveillé en dernière partie de course. Mais ouais, c'est sûr que l'envolée de Marquez et puis ensuite c'est pareil, Quartararo a fait une envolée quelque part et une fois que c'est placé deuxième a marqué le coup. C'était un peu une deuxième course Moto 2 comme j'ai dit sur Twitter ce dimanche soir, mais c'est pas grave si c'est une fois de temps en temps, ça permet aussi de retomber en tension. On peut pas vivre à 190 battements par minute tous les dimanches de course, quoi. Tu voulais parler un petit peu des Ducati, peut-être, non? Justement. Bon, Bagnaia et Miller. Il me semble que début septembre, Miller avait dit de lui-même que s'il pouvait, il aiderait Bagnaia dans la course au titre. Il me semble que Ducati a toujours, toute cette saison, dit qu'elle n'avait donné aucune consigne à ses pilotes.
Il me semble aussi que Ducati n'a jamais caché quand ils avaient donné des consignes de course ces années précédentes. Donc quand ils disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de consignes de course, je les crois. Je pense que Ducati est assez réaliste pour savoir que Fabio c'est quasiment joué d'avance le titre, sauf s'il chute. Mais voilà. Donc je pense que Miller est assez grand pour avoir pris sa décision tout seul, et il l'avait déjà fait, je crois, en partie à, je sais plus où, si c'est Aragon, mais pouvoir aider un peu Bagnaia. Là, il a laissé passer pour faire gagner peut-être, une seconde ou deux à Bagnaia dans sa tentative de le doubler. C'est tout, quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. C'est un choix qui me paraît être celui de Miller. C'est ce qu'en tout cas Miller a expliqué dans son communiqué de presse post-course. C'est un choix intelligent de la part de Miller, je trouve, dans le sens où lui, il joue rien, à part le top 5 en championnat, mais là, il grâce au point que Bagnaia a pris, peut-être que ça l'a aidé à aller chercher Martin, et du coup, ça fait que aujourd'hui l'équipe Ducati Lenovo prend la tête du championnat du monde d'équipe et conserve la tête du championnat du monde constructeur. Donc c'est des points importants pour ça, mais pour Miller et pour Bagnaia en soi, le championnat est quasiment déjà plié. Ça changera rien pour Fabio, à mon avis, qui est impénétrable à cette pression. Donc voilà. Et pour Martin, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est un fait de course. Il se trompe, il sort large, et il y a pas à avoir une volonté de sa part de laisser passer Bagnaia. D'ailleurs, je sais même pas comment on pourrait lui envoyer un message. Laisse-le passer, parce que c'est pas le même team. Pour Bagnaia, Martin, je suis pas sûr. Après, pour Miller, moi, ça me gêne pas à partir du moment où ça reste dans la même équipe. C'est-à-dire que tant que ça se passe comme ça, et puis après, c'est la différence entre justement des consignes d'équipe avec le fameux mapping 8 et Miller, justement, il prouve qu'il y a justement pas besoin de consignes d'équipe, et qu'il est assez, il l'a très bien dit en conférence de presse après la course, où il a dit de toute façon que Bagnaia, de toute façon, il lui remontait dessus. Il avait haussé le ton en termes de rythme de course, et il l'a remonté progressivement, et comme il a remonté Martin progressivement. Donc de toute façon, il serait passé à un moment donné, et donc il a décidé de lui-même de jeter un coup d'œil derrière. T'es où ? T'es à gauche, t'es à droite, vas-y, passe. Et pour moi, c'est juste... Il n'y a même pas de débat à avoir. À partir du moment où ils sont dans la même équipe et que ça gêne... c'est comme ça, quoi. C'est pas... on va pas leur dire « Putain, mais battez-vous comme des chiens, quoi ». Non. C'est eux qui pilotent, c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils font. Là, Miller, il prend sa décision de laisser passer le coéquipier, il laisse passer le coéquipier, c'est tout. Moi, tout ce que je veux pas voir en termes de course, c'est voir typiquement un Bagnaia devant, et puis voir 3 Ducati qui encadrent Quartararo, et puis faire volontairement un faux rythme de course, à lui casser les couilles dans les chicanes, à le laisser passer devant, et puis dans les lignes droites, lui repasser devant, lui couper là. Ça, je voudrais pas voir ça. C'est pas ce qui s'est passé dimanche. Dimanche, j'ai juste vu un coéquipier qui a laissé passer son leader, pas son leader, mais le seul pilote qui est en mesure de jouer encore le titre. Bon, oui. Ça me gêne pas. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que je peux noter, en fait, c'est que, comme tu l'as dit, le mapping beat, Lorenzo Dovi, on a vu que le pilote restait maître de la décision, de toute façon. Voilà, je pense que Miller peut être maître de prendre une décision par lui-même sans que son équipe lui ait donné une consigne particulière. Miller, à part Lorenzo qui a trouvé je ne sais comment lui cracher dessus, je pense que c'est vraiment un bon gars. Avec Pecco, ils s'entendent bien, ils se connaissent depuis Pramac. Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'une consigne d'équipe pour prendre cette décision. Et peut-être qu'il y en a une, de toute façon, même s'il y en a une, je te rejoins à 100%. C'est pas choquant. C'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport collectif. Sinon, il n'y aurait pas le terme d'équipe. Il y aurait que des écuries avec un pilote. Et pour tous ceux qui font la comparaison avec la F1, c'est ridicule. En F1, il y a un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 dans les équipes, ce qui n'est largement pas le cas en MotoGP, même dans des équipes comme Honda. Même dans des équipes comme Yamaha, autant de Rossi, on a vu que Lorenzo a pu contester largement, facilement sa suprématie. Il n'y a pas ce la genre hiérarchie, elle n'est pas aussi automatique. Exactement. Et là, de toute façon, la hiérarchie, elle est remise en cause dès qu'on court au Qatar. C'est-à-dire que si l'année prochaine, ça peut très bien être Miller
qui est en meilleure situation pour jouer le titre. Peut-être que Bagnaia courra différemment ou pas. Ça, l'avenir le dira. Mais moi, je reste bec et ongle sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tant que ça reste dans la même équipe, ça ne me gêne pas. C'est leur problème d'équipe, ils se démerdent. S'il y en a un qui est prêt à entre guillemets courber les chines et à dire bah vas-y, c'est pas moi qui vais te faire chier pour passer, et ben ça me gêne pas. Après, ce que je veux pas voir, c'est effectivement ce qu'on a peut-être vu un petit peu précédemment il y a quelques années, où ça court différemment. Mais de toute façon, Bagnaia serait passé. Ça aurait pris peut-être 3 ou 4 virages de plus, parce que pour des raisons X ou Y. Mais Bagnaia roulait plus vite que Miller. Et puis après, il a repris assez vite aussi Martin. Martin, je pense qu'il a peut-être gambergé un petit peu trop quand il a vu que derrière lui, c'était Bagnaia. Il y a peut-être ça aussi. Ouais. Peut-être qu'il a gambergé, c'est peut-être ça qui le fait louper un freinage. Après, là où je trouve que c'est dommage pour lui, c'est qu'il faisait une très belle course. Il était bien en rythme. Et puis, il fait sa petite perte de concentration qui le fait sortir. Et puis, il sort tellement qu'il coupe une chicane. Et puis, il coupe une chicane, mais sans réfléchir que s'il coupe, faut laisser du temps. Il laisse pas de temps, il prend un long lap, donc au lieu de laisser une position, il en laisse 2, quoi. Après, tu vois, pour Martin, je suis pas sûr, parce que le titre de Rookie of the Year, il est pas joué aujourd'hui. Tu vois, même si c'est un titre honorifique. Qui c'est qui va aller le chercher Bastianini, il a que 11 points d'écart avec lui. Hein. Oui, de toute façon, tout est important. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, on saura... justement, il aurait dû couper après sa chicane, de toute façon, laisser passer Bagnaia et puis perdre du temps, et puis il n'aurait pas eu de long lap. Oui, il aurait peut-être terminé P4 au lieu de P5. Ouais. Il aurait peut-être fait P4. Ouais, Rins ne serait pas passé, puisque Rins passe parce qu'il fait un long lap. Mais bon, après, ça, ça reste des suppositions. Je te rejoins. Après, je peux comprendre les gens qui disent qu'ils n'aiment pas voir ça. Ça, c'est une opinion qui est entendable. On peut ne pas aimer voir ce genre de laisser passer, ça peut s'entendre, ok. Maintenant, dire que c'est un scandale, que c'est injuste, etc., ça j'accepte pas. Aujourd'hui, c'est autorisé par le règlement, c'est fait proprement, ça a mis en danger personne. Ça regarde et Miller et Ducati et Bagnaia. Si ça dérange l'un d'entre eux, ils peuvent se clasher, ils peuvent, ils peuvent gérer ça entre eux. Là où ça peut être dérangeant, effectivement, je te rejoins, que ce soit via une autre équipe ou un autre constructeur. Par exemple, que, je sais pas, Aprilia se mette à aider Ducati ou Honda pour éviter qu'Yamaha obtienne un titre. Là, je trouverais ça scandaleux, bien entendu. Mais dans la manière dont ça a été fait, et vu le règlement actuel, je trouve pas ça gênant du tout. C'est sûr que c'est pas le plus sport, entre guillemets, mais c'est loin d'être aussi horrible d'autres techniques qu'on a vues en course. On a vu pire mauvais geste ce week-end dans MotoGP quand même. Ouais. Sur moi. Ouais, on a vu pire. Tu parles de certains dépassements. De notre fringant espagnol, Joan Mir. Ouais, Joan Mir, il avait un carénage où il rendait hommage à Kevin Schwantz. Je sais pas pourquoi il s'est cru à son niveau, mais bon. Il est chaud. Oh, quand même, le grand Kevin Schwantz. Oui, c'est vrai. Non, bon, c'était sympa, il y a eu des photos et tout. Mais voilà, en course, il pète un câble. Je pense qu'il comprend que c'est cuit pour lui, le championnat. C'est définitivement cuit. Dans le dernier tour, il vient taper Miller, encore une fois, à l'intérieur du virage, alors qu'il n'a pas les moyens de passer. Miller évite la chute, c'est Bastianini qui profite pour doubler les deux pilotes. Clairement, c'était pas correct de sa part, ça fait la deuxième fois que ça arrive. Et ça fait suite, en fait, au Qatar, où effectivement, Miller avait pu gêner Mir, et qui avait déjà eu un accrochage entre les deux, sur 2 virages, je crois, et s'était tamponné. Et clairement, c'est juste pas admissible à ce niveau-là. On a vu qu'il y a des accidents graves en course. Aujourd'hui, c'est pas admissible. C'est pas Miller qui fait perdre son titre à Mir cette saison, et inversement d'ailleurs. Donc faut arrêter ces gamineries. Sur le coup, finalement, il n'y a pas eu de décision, mais quelques heures après, on a appris que Mir avait été déclassé et rendait la position de Miller, même si ça lui rendra pas celle qu'il a perdue face à Bastianini. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
Oh bah, moi, c'était assez évident quand tu vois la manœuvre du pilote espagnol. Enfin, direct, tu te rends compte, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et puis, bah, évidemment, Bastianini en profite et il aurait bien été bête de pas le faire. Et assez vite, tu vois ce qui se passe. C'est-à-dire, Bastianini fait +2. Mir, en termes de position, Mir bouge pas. Par contre, Miller se retrouve à -2. Et là, tu te dis, sur une manœuvre comme ça, si la direction de course, elle laisse passer ce genre de choses, mais c'est la fin des haricots, quoi. C'est-à-dire, le mec, ouais, bah, de toute façon, je vais te péter, je vais venir te chercher. Alors, Miller, il est très sanguin, donc forcément, après le drapeau à damier, il a été chercher Mir pour s'expliquer. Ce qui est évidemment, au niveau des caméras, c'est rigolo, sauf que ça va pas toujours se finir tout le monde sur les roues, quoi. Et là, ça va, ils s'en sont sortis. Ils ont tous les deux passé le drapeau à damier. Sur une manœuvre comme ça, tu peux très bien sortir Miller. Et puis, toi, tu continues et puis basta, quoi. Et j'ose même pas imaginer si Miller se retrouve dans le bac à pas pouvoir redémarrer ou ceci, cela. À l'autre, il lui démonte sa moto, quoi. Ouais. Non, t'as raison de dire qu'il est sanguin, mais heureusement qu'il redescend vite. C'était, oui. Ça a été limite, mais je pense qu'il a pas dépassé les bornes. D'ailleurs, sinon il aurait été sanctionné, je pense. C'était chaud. On s'est dit, mais parce qu'il va lui foutre un coup de casque ou un gros coup de pied, comme on a pu voir en MotoGP, en Moto3 déjà. Non, ça va. Après, je comprends, hein, Miller, ça fait beaucoup. Il doit y avoir de la frustration de son côté. Il y a son contrat qui est en jeu l'année prochaine. Enfin, il est signé pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après, on sait que dès les 3 premiers mois de la saison, ça va jouer les signatures. Bagnaia est en balance positive de son côté, donc Miller, il doit commencer à penser à 2023 et ça peut être compliqué avec les Martin, Bastianini qui poussent. Donc voilà, je peux comprendre sa frustration. Ouais, non, mais qu'il soit frustré, ça c'est une chose, mais le plus bête dans l'affaire, c'est Mir. Et bon, après, on en revient toujours à la direction de course, mais quand tu vois qu'il y a une situation qui s'envenime comme ça entre deux pilotes, je pense qu'il faut intervenir avant que tu en arrives à ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, je pense que après ce qui s'est passé hier, bon, ce qu'ils ont fait de retirer une place à Mir, c'est le minimum qui puisse se passer. Et après, je pense qu'il y a un deuxième cran à avoir où il faut prendre les deux dans une pièce et leur dire, écoutez les gars, vos conneries, maintenant c'est au choix. Soit vous savez vous tenir en piste et vous roulez, si vous savez pas vous tenir en piste, vous restez chez vous, quoi. Et on vous suspend tous les deux un week-end, histoire que vous réfléchissiez, quoi. Ouais, non, c'est envisageable. Moi, ça me choquerait pas. C'est sûr que c'est dommage pour les deux, mais vu où on arrive aujourd'hui, c'est pas admissible de voir ça en piste de toute façon. Tu peux pas voir ça, que ce soit dans le dernier tour ou n'importe quand, quoi. Le dépassement que tente Mir, c'est pas un dépassement, quoi. C'est volontaire. C'est pousse-toi de là que je m'y mette. Bah, puis même, il va le percuter, quoi, direct. Donc, bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus. Hein. Mais au bout d'un moment, faut réagir, quoi. Ah oui, c'est sûr. Je pense que si c'était Zarco qui l'avait tenté, on aurait droit à un long lap, là. Non, mais c'est vrai, non, mais vraiment, je pense que ça dépend. C'est pas, je parle pas de mafia espagnole, tout ça, mais je pense que ça dépend d'une réputation du pilote. Joan Mir a une bonne réputation jusqu'à aujourd'hui. Ce serait dommage que ça change. Mir, il est en train de tourner vinaigre, hein, donc on en parle beaucoup sur le Discord. Mir, il est en train de tourner vieux con aigri. Je sais pas quel âge il a, mais il est trop jeune pour être un vieux con. Mais je crois qu'il a 24. Ouais, bah voilà, dommage. Mais oui, c'est dommage. Voilà, ce qu'il fait, c'est pas intelligent. Et après, le gros problème, c'est qu'il y a un passif, c'est qui a commencé, qui a fait quoi quand. Non, mais ça, faut en sortir, sinon t'as jamais... On va pas revenir aux dinosaures, quoi. C'est ça. Rossi et Rossi et Marquez, ils réussissent encore. Bon, alors, il y en a un qui est 15e et l'autre qui gagne, donc ils se côtoient plus trop sur la piste. Mais quoi, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Si c'est toi qui le dis, ça passe. C'est juste ça. Mais non, mais c'est pas si c'est moi qui le dis. L'année dernière, il courait encore avec
avec ce qui s'est passé il y a pas si longtemps. Ils arrivaient encore à courir des FP ensemble. Donc je pense que Miller et Mir, il va falloir qu'ils fassent l'effort, quoi. S'ils sont pas capables de le faire. Les deux n'étant pas trop mauvais, ils sont a priori encore dans le paddock quelques années. Donc bien sûr. Oui, il faut qu'ils arrivent à digérer ça. Oui. Passer au-dessus, hein, c'est bon. Sinon, ils jouent ça à PES ou à, je sais pas, à MotoGP 21. Et puis voilà. Non, mais t'imagines si Dovi réagissait comme ça pour toutes les fois où on est venu le percuter. À Pedrosa, mais. Ou Pedrosa d'ailleurs. Ah là là, non, mais au moins ça. Enfin. Non, j'ai envie de dire au moins ça fait quelque chose à dire sur une course un peu plate comme hier, mais même pas, quoi. Enfin, c'est. Non, parce que c'est pas de la course en fait. Mm. Donc. Après, tu voulais parler un petit peu de Dovi, évidemment. Hein, ouais, bah, j'étais content de voir que sur cette deuxième course, il prend ses premiers points, quoi. Il finit 13e, au final 2e Yamaha. Bon, on sait que Rossi, donc il finit devant Rossi, et qui prend quand même un point Rossi, et devant Morbidelli qui est toujours en phase de reprise. Mais voilà, ça fait plaisir de le voir là. Il avait une bonne vitesse. Il est pas ridicule, je crois qu'il termine à 25 secondes. Donc à voir sur les 3 prochains Grands Prix comment il progresse encore. Ouais, va falloir à la fin d'année, on va voir s'il réussit à se recaler assez proche du top 10, on va dire. Ça serait pas mal. 2e Yamaha, 13e, c'est loin quand même. Oui. C'est très, 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 très loin. Bah, surtout quand on voit ce qu'avait fait Yamaha l'année dernière avec tous ces pilotes, hein, que ce soit Vignales, Rossi, Morbidelli ou Quartararo, c'était d'un autre niveau. Après, il y a eu une saison un peu bizarre pour Yamaha, mais il y avait quand même beaucoup plus aux avant-postes, quoi, cette année que Fabio. Un petit mot pour finir sur Bastianini. Donc, il part 16e, il termine P6, donc c'est son 3e top 6 en 3 courses. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de lui, quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait, notre petit Enea? Bah, c'est bien. Moi, je trouve que il est. Alors, faudra peut-être regarder à la fin d'année en comparaison avec ce qu'avait fait Zarco l'an dernier sur la Ducati plus que satellite, on va dire. Mais moi, je l'attendais pas spécialement. Et c'est plaisant de le voir déjà d'une part progresser. Et enfin, c'est 6e sur une course comme ça, c'est pas rien, quoi. C'est une super belle performance, et en plus tous les week-ends il est là. C'est un coureur du dimanche, c'est-à-dire que après il a peut-être pas le matos pour faire des bonnes qualifs, hein, donc oui. Ça on le verra assez vite l'année prochaine avec une équipe un petit peu, avec du matériel un peu plus compétitif, mais c'est bien. Je trouve que il a 13 secondes de la tête, savoir que quand même Bagnaia est à 8 secondes de Marquez. Donc en gros, ouais, il a 5 secondes de Bagnaia. C'est pas énorme, hein, compte tenu de l'écart de package, et puis aussi de là où il part, quoi. Ouais, de là où il part, quoi. Exactement. Donc c'est super intéressant de voir ce qu'il arrive à faire. Il joue sa carte. Personne l'attendait, et c'est vraiment bien de le voir faire ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un déficit de charisme. Mais déjà l'année dernière, quand il prend le titre en Moto2 face à Martin et Marini, quand même, qui c'est pas des peintres, il y avait déjà un déficit de présence médiatique. J'ai dit charisme, c'est peut-être pas le mot, mais plutôt de présence médiatique. Ouais. Et cette année, c'est encore le cas. Bon, après, il est aussi dans l'équipe la plus petite du paddock, chez Avintia, qui a pas forcément énormément de budget côté sponsor et tout ça. Et puis, c'est plutôt son coéquipier qui est mis en lumière par la VR46. Mais voilà, il est là. Comme on disait tout à l'heure, il est qu'à 11 points du titre de rookie de l'année. Et vu sa régularité là, sa régularité commence à payer face au coup d'éclat de Martin, hein, même s'il est présent. Donc ouais, c'est super intéressant de le voir là. Moi, je suis content qu'il montre son talent. Les deux, hein, que ce soit Martin et Bastianini, font des très bonnes saisons de rookie. Hein. C'est pas souvent qu'on voit des saisons de rookie comme ça. Ouais. Marini est plus pour moi dans ce qu'on attend d'un rookie sur sa première année. Donc à suivre, ça reste tous les deux des pilotes Ducati. Donc on va dire que cette année. De toute façon, cette année, les 3 rookies, c'était des Ducati, mais c'était plutôt des bonnes pioches, on va dire, pour la marque. À voir s'il continue l'année prochaine sur un matériel plus récent, ce que ça peut donner. Un
comme tu disais. De toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il joue sa carte. Donc, il y va sans complexe. Pour arriver à faire ce qu'il fait, c'est que ça doit être un sacré bosseur. Et quand ça bosse, ça paye, c'est normal. Au championnat du monde, il est 13e. Et je veux pas dire, mais il vient de passer devant Paul Espargaro, quoi. Il est largement devant Alex Marquez. Hein. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Il est que 10 points derrière Alex Rins. Pour un rookie dans les conditions qu'il a pour rouler tous les week-ends, il y a des rookies qui n'ont pas su saisir leur chance comme lui il a réussi à la prendre. Ouais, donc c'est tout à fait c'est tout à fait bien, c'est top. Si on regarde purement le nombre de points et sa forme actuelle, il peut jouer le top 10 au championnat. On va dire que ça va être compliqué quand même. Il y a 20 points à prendre. Hein. Pour revenir sur Oliveira. Hein, donc, ouais, mais Oliveira, t'as vu la passe dans laquelle il est actuellement? Ouais, mais il met pas un pied devant l'autre. Regarde, il marquait 7 points sur ses 4 derniers Grands Prix. Ouais, mais ça c'est... Oui, effectivement. De toute façon, Oliveira... C'est tout KTM qui est dans la difficulté. Hein. Binder s'en sort moins pire, mais tout KTM est dans une mauvaise spirale, on va dire. C'est vrai qu'on n'a pas marqué dans le conducteur, mais KTM, au sortir de l'été, nous avait trouvé un truc qui marchait bien sur la moto, et puis ça a disparu aussitôt, quoi. KTM, ça restera... Pour le moment, c'est une équipe de coups, c'est-à-dire ils réussissent à profiter entre guillemets de l'expérience et de l'expertise de Pedrosa sur certains Grands Prix. C'est-à-dire quand ils prennent le temps d'aller rouler avec lui, il sait faire des réglages aux petits oignons pour les copains qui vont arriver 2 ou 3 semaines après, et c'est tout. Donc voilà, Binder il est quand même 6e au championnat, ce qui est pas rien. Ça prouve quand même une certaine régularité. À mon avis, c'est pas suffisant. Non, je pense que vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière avec 3 victoires partagées entre le team officiel et le team satellite, je pense qu'ils s'attendaient à mieux cette saison, surtout qu'ils ont perdu des concessions. Voilà. Ouais, clairement, Oliveira c'est en dessous. Ça, on verra après, quoi. Ouais. On verra à la fin de saison. On fera le débrief. Non, mais là, Oliveira, franchement, comme tu l'as dit, hein, au mois de juin, quand ils nous ont sorti le châssis du chapeau, on s'est dit, ouah, putain, jusqu'à la fin de saison, ça va être chaud. Et 3 courses après, il n'y avait plus personne, quoi. Donc, ils ont fait une saison 2021 comme la 2020, c'est-à-dire des coups d'éclat, mais pas de régularité. Donc, va falloir travailler là-dessus. Pour revenir à la course du quota, c'est très compliqué pour les autres pilotes Honda aussi. Paul Espargaro 10, Alex Marquez 12. C'est chiant, quoi. Nakagami a fait de bonnes qualifs. Il était bien parti en course, mais voilà, il est tombé trop forcé. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ça aboutira jamais. Paul Espargaro peut-être l'année prochaine si cette intersaison il peut. S'ils veulent aussi travailler dans son sens, pas uniquement dans le sens de Marquez, mais c'est compliqué. Hein. Je pense que Marquez, de toute façon, il va revoir un peu son style de pilotage et peut-être ça va amener aussi à une moto plus facile pour les autres pilotes. Ouais, ça va être compliqué d'amener de la polyvalence à leur machin. Mais aujourd'hui, oui. Ça se fera pas en une saison. Ah bah non. Là, ça va être compliqué. Mais ouais. On va parler du Superbike. Hein. Allez. Donc on va parler évidemment de Reyes, donc qui, tu l'as rappelé en début d'épisode, donc qui a été marqué par le décès donc de Dean Viñales, donc il n'y a pas eu de course le samedi. Il y a donc une course 600 le dimanche qui est gagnée par Egerter, Cluzel fait 10e, et en 1000 il y aura 2 courses, donc une remportée par Razgatlioglu devant Rea et Redding, puis devant Redding et Bautista. Donc Baz fera P6 et P9. Mayas va se blesser. Je te laisse parler du Portugal, donc c'est couru le même week-end que le quota. Ouais, c'est ça. Donc au Portugal, Toprak s'impose en course 1. Van der Mark va s'imposer en Super Pole et Rea va s'imposer en course 2. Ce qui est le fait marquant du week-end pour nous, autres fans français, c'est Loris Baz qui va faire 3e place en course, même s'il sera déclassé plus tard de son dernier podium pour
avoir fait chuter Bautista dans le dernier tour de la deuxième course. Au général, donc Toprak est toujours en tête avec 24 points d'avance sur Jonathan Rea. Baz, les 14e, Maya 16e et Ponson 20e. À noter quand même que si on a trouvé la course Moto2 et MotoGP chiante ce week-end, c'était les courses Superbike qu'il fallait regarder. C'était incroyable, les passes d'armes entre Razgatlioglu, Redding et Rea sur les 3 courses. Ils se sont mis dedans. D'ailleurs, Rea va chuter 2 fois tellement il est poussé à la limite. Malheureusement, en course 2, Toprak chute parce que son garde-boue casse et le fait chuter. Mais sinon, c'était vraiment des très belles bagarres. C'est pas souvent qu'on le dit en Superbike. Donc quand ça arrive, il faut le voir. Puis Loris Baz exceptionnel, très sérieux, très appliqué. Quand il a un matériel au niveau, on voit qu'il arrive à faire des performances. Il profite des erreurs des autres, que ce soit les chutes de Rea, que ce soit les chutes de Bautista, de Aslam et voilà, à chaque fois il va prendre des places et il finit sur le podium 3 fois alors qu'il est venu, comme il dit, il est venu en vacances. Franchement, j'étais super content pour lui et on a hâte de le revoir si possible en World Superbike l'année prochaine parce que Chase Davis va reprendre sa place pour les 2 dernières rounds de la saison. On passe aussi sur toujours à Portimao en course 1. Cluzel gagne après avoir fait la pole et le meilleur tour en course, donc c'est un grand challenge pour lui. Et fera 2e en course 2 pour quelques pouillèmes de millième. Ça fait du bien au GMT qui reprend un peu de couleur enfin en cette fin de saison. Agarter, lui, est toujours en tête du championnat devant Odendal avec 54 points d'avance. Cluzel est 5e au championnat. En 300, donc on a Samuel Dissora qui va s'imposer le samedi, première victoire pour lui dans cette catégorie, qui a fait plusieurs podiums, et l'Espagnol Huertas le dimanche. Au général, donc c'est Huertas qui mène devant Bus Amos avec 66 points d'avance. Dissora 4e, De Cancelis 12e. Je voulais rajouter un petit mot sur Baz parce que tu l'as très bien dit, c'est jamais facile de redébarquer dans une catégorie qu'on a quittée un petit peu. J'irai pas sur un malentendu, mais c'est toujours chiant. Enfin, quand on l'a vu, oui, il y a du budget, il y a pas de budget, c'est compliqué, c'est pas simple, etc., etc. Et se retrouver en AMA. Alors c'est effectivement intéressant parce que ça permet de voir du pays, j'ai tendance à dire. C'est pas du tourisme qu'il a fait, mais c'est une catégorie qui est pas simple, le AMA à gérer pour plein de raisons. Et quand tu arrives là-bas et que les résultats ont mis du temps quand même à venir et n'ont pas été certainement à la hauteur des attentes, j'avais vraiment peur que ce soit cramé pour Baz. Et le fait de le voir revenir, ne serait-ce que sur 2 week-ends, et être aussi performant et aussi régulier, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un pilote qui est sur les 2 week-ends qu'il fait, c'est impensable de faire ça, quoi. De faire autant de podiums. Enfin, c'est génial pour lui, quoi. Mais surtout que là, en 5 courses, parce qu'il manquait une course à Reyes, il prend presque la moitié des points de la personne qui remplace donc Chase Davis sur la saison. Chase Davis est à peu près à 100 points et lui, presque il monte à 50 points. Donc voilà, c'est vraiment super impressionnant. Effectivement, en America Superbike, il a une moto Panigale, une version 2019, alors que là, il avait une version 2021, la même que les officiels. C'est pas les mêmes pneus, il a dû s'habituer à d'autres pneus là-bas. Il connaissait pas les circuits à part Laguna Seca, il connaissait. Ouais, Laguna Seca. Et le Kota après, aussi. On peut aussi voir que c'est des catégories vraiment différentes dans le sens où en 2017 et 2018, on a vu Jacques Gagné rouler pour Honda en World Superbike. Donc sur 29 courses, je suis allé voir et Jacques Gagné a jamais fait mieux que 9e 2 fois. Alors que Jacques Gagné cette année en American Superbike a tout défoncé et je crois qu'il a eu toutes les victoires sauf une peut-être. Donc on voit bien que c'est des catégories qui n'ont rien à voir. On peut être très bon dans l'une et très mauvais dans l'autre, et inversement.
Et voilà, en tout cas, on voit que ça rassure sur le niveau de base. On sait qu'avec Tenket, il avait quand même une moto intéressante, mais pas au niveau des officiels. Il avait quand même des top 5. Et là, on voit qu'avec une moto quasiment à niveau, en repartant près de 9 mois après sa dernière course, il est capable d'aligner un super résultat comme ça. Il a eu la chance, en partant aux États-Unis, de tomber dans l'équipe Ducati qui se lançait avec le support usine. Je pense que c'est comme ça qu'il a fait le remplacement de Chase Davis. Oui. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et du coup, même s'il avait déjà roulé pour Ducati en GP, mais dans un team satellite B, on va dire, là, je pense qu'il a peut-être marqué des points auprès des têtes pensantes Ducati, qui doivent déjà commencer à chercher des pilotes pour 2022, pour Go Eleven, parce qu'on Chase Davis prend sa retraite, mais aussi pour Barney Racing, parce que Samuel Cavalieri, là, qui est pilote Barney Racing, satellite Ducati, il est clairement pas au niveau cette année. Donc ça doit cogiter dans leurs petits esprits, là. Et à voir ce que Baz souhaite faire. Je pense qu'il souhaite revenir, mais sur un projet intéressant. Donc voilà. Enfin, en tout cas, il montre clairement qu'il est au niveau, quoi. Qu'avec un peu plus de support, il pourrait jouer les avant-postes. Franchement, moi, entre 2 barils de Bautista et un baril de Baz, voilà, quoi. Enfin, moi, mon choix, il est fait, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais. Faire revenir Bautista... Ouais. Je pense surtout, en plus, ils doivent pas coûter la même chose, hein. Mais puis ils vont pas rapporter le même nombre de points, à mon avis. Enfin bon, ça c'est un autre problème. On verra. Étonnamment, Bautista, depuis qu'il a annoncé partant chez Honda, il commence à faire des résultats intéressants. C'est très contradictoire, très bizarre comme pilote. Bautista, c'est une énigme. Est-ce qu'il a du talent au final, hein, mais il le montre bizarrement. C'est le négatif d'un Petrucci. Petrucci, il a toujours su travailler et jouer sa carte. Bautista, ça a été totalement l'inverse. Enfin, il a aussi du talent pour faire la carrière qu'il a fait quand même, mais à chaque fois, il a gâché ses cartouches. Ouais. Et alors que Petrucci, il a toujours tiré le meilleur de là où il était. Bon, sauf là chez KTM où c'est très compliqué, mais qui aurait pu imaginer un jour Petrucci, pilote officiel Ducati, gagner des courses? Franchement, putain, un Betclic, il y avait de quoi faire de la thune. Mais c'est sûr. Et Bautista, putain, le mec, il avait un championnat gagné. Et ben non. Le mec, voilà, c'est tiré des balles dans le pied à Kalachnikov. Enfin, c'est comme ça. On verra l'année prochaine. Ça. Ouais. Et d'ailleurs, très intéressant cette fin de championnat là, qui se joue entre Redding et Razgatlioglu. Justement, on voit que là où a pêché Bautista et Davis les années précédentes, voire Redding l'année dernière, c'est clairement dans la gestion du championnat et le mental. Et on voit que Razgatlioglu, il n'en a rien à foutre. Il vient bousculer, mais Réa à la fois dans ses convictions, mais à la fois aussi en piste. Hein. C'est pas le dernier pour mettre des petits coups de carénage, Razgatlioglu. Vraiment très très solide. Et je dis pas que ça me fait plaisir de voir chuter Réa. Je dis juste que ça fait du bien de voir de la compétition vraiment à ce niveau-là du championnat, quoi. Ouais, il y a un renouveau qui est en train d'arriver en Superbike. Et on peut le dire aussi en MotoGP, puisqu'il y a une génération qui pousse. Après, on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Mais c'est bien. Je trouve que c'est bien de voir. Alors, dans 2 styles totalement différents, effectivement, mais Quartararo en MotoGP et Razgatlioglu en Superbike, bousculer la hiérarchie, quoi. Et c'est super intéressant de les voir faire, même si les styles sont radicalement différents. Mais d'ailleurs, tu me fais penser, bon, alors là, c'est qu'une rumeur, mais c'est quand même une rumeur qui vient de The Race, donc Simon Patterson. Donc, il n'y a rien de confirmé, hein, mais il serait possible que Yamaha soit en train
revoir certaines positions qu'ils avaient prises à l'été concernant Toprak Razgatlioglu, et que peut-être lui également, si il remporte le championnat de cette année Superbike, qui pourrait reconsidérer une place chez Yamaha Satellite MotoGP l'année prochaine, avec contrat usine bien entendu. C'est ce qui peut s'entendre dire. Surtout que Toprak, s'il débarque en MotoGP, il viendra aussi avec des sponsors. Donc c'est ce qui fait un peu défaut à l'équipe future équipe satellite Yamaha. Ouais, c'est ça. À voir. Mais... En tout cas, je pense que ce serait plus intéressant que Darren Binder. Ah, tu me prends par les sentiments là. Tu me vends du rêve là. Putain. Ouais. C'est pareil. Je parlais des barils de Bautista et Baz. Là, tu me parles Binder. Là, non, mais voilà, il faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est une des pistes les plus probables. Moi, je préfère avoir un team de Toprak que de Darren Binder. Mais 15 fois. Bon. Pierre, on se dit à très bientôt pour la suite du championnat, puisqu'il n'y a plus que 3 courses MotoGP, donc 75 points. Ouais. J'espère pour la beauté de ce championnat que ça se jouera jusqu'au bout. Non. Si, jusqu'à l'avance. Je veux pas. Si. Non. Et je serais autant content de voir Fabio gagner que de voir Bagnaia gagner. Ah oui. Ouais. Ah bah non, mais je suis pas anti Quartararo. Arrêtez de le dire, c'est pas vrai. C'est juste que je veux de la bagarre jusqu'au bout. T'as Miller et Mir, c'est bon, t'auras de la bagarre. Non, mais en vrai, sauf drame, ce qui n'a pas l'air d'arriver cette saison pour Quartararo est tranquille. D'ailleurs, il suffit qu'il finisse devant. Ouais, c'est Misano, donc ça va être compliqué aussi. Ouais. C'est vrai. Ça peut faire comme la course 1, ça peut faire un... Bagnaia a chuté à Misano l'année dernière. Oui, c'est vrai. De toute façon, on verra. De toute façon, il va y avoir de la neige, donc... c'est dans 3 semaines, on sera en plein mois de... Fin octobre à Misano, quoi. Oh là là, ils ont jamais vu. Ça va être la misère. Ouais, on verra ce qui se passe, du coup, ouais, c'est intéressant. Moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'il y ait un concessionnaire Yamaha en Ile-de-France qui fasse une rediffusion sur grand écran de ce Grand Prix. Parce que ça serait cool d'aller en concession voir une course MotoGP. Voilà. Ce que je voudrais. Être entouré de couleur bleue, là. Même, toi, tu te sentirais mal. Tu syncoperais un peu, mais... Je serais obligé de venir avec mon drapeau 4x3 de Ducati. Ouais, bah oui. Ouais, qu'on brûlerait avec plaisir. On ferait des danses vaudou autour et tout. Non, mais en vrai, on peut se renseigner. Je suis pas contre. Pour que ça joue à Valence, il faudrait qu'en 2 courses, ils reprennent plus de 27 points. Quoi. À part une chute de Fabio, je crois pas. Bah, c'est ce qu'a dit Bagnaia. À la régulière, c'est pas joué. Enfin, c'est injouable. Ouais, une petite soupape... un peu qui date de 2020. C'est bon. Elles sont bonnes les soupapes, t'inquiète. Elles ont l'air d'être très bonnes cette année. Cette année, elles sont bonnes. Elles ont été bien usinées. Bon, Pierre. À la prochaine, ciao. Salut.